Bonjour Jérôme Rousseau. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bah oui, C'est mais un merci d'être là. d'être venu, d'avoir fait le déplacement. Avec Pour vous plaisir. présenter en quelques mots, enfant de la vallée, c'est pas rien maintenant. Votre truc, c'est la SAP. Votre premier job, c'est dans un magasin de luxe dans la vallée, puis vous rejoignez très vite les magasins de vêtements techniques, parce que c'est ça qui vous passionne, c'est la montagne. D'ailleurs, vous la pratiquez aussi. Et puis vous prenez conscience au fur et à mesure, comme beaucoup d'entre nous, je pense que la mode, c'est pas très écolo. Pas très. Voilà, donc là, branle-bas de combat, vous décidez de créer votre propre marque éco-responsable. Vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça, mais bon, c'est bon, le projet est réussi. Les premiers t-shirts sont là, d'ailleurs, vous en portez un sur le plateau de Globule Radio. Voilà, vous pouvez le voir, les auditeurs qui nous suivent sur notre page Facebook. Lancement officiel la semaine prochaine de Samadi Chamonix, c'est le nom de la marque. Exactement. Donc on est un peu, voilà, un petit scoop sur Chamonix. Dites-nous, c'est quoi un t-shirt éco-responsable? Parce que là, on le voit, ça ressemble à n'importe quel autre t-shirt. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on achète quand on vous fait confiance et qu'on achète un t-shirt Samadi Chamonix? Alors, ça dépend où. Après, comme on dit éco-responsable, maintenant, ça veut un peu de tout et rien dire, si vous voulez. C'est ça le gros problème, et c'est pourquoi aussi je m'engage dans ce combat, parce qu'au fond, c'est vraiment un combat, je pense, de tous les jours. Hein. C'est un petit peu un acte militant, et qu'est-ce qu'on retrouve, si tu veux, quand on achète un vêtement Samadi Chamonix? Déjà, il est fabriqué localement. Donc ça, c'est une très grosse partie de ce qu'on appelle l'éco-responsabilité. Encore une fois, je trouve que c'est un mot qui a été un petit peu galvaudé. Mais dans l'éco-responsabilité, il y a notamment déjà le fait que ce soit fabriqué en France, de manière générale. Nous, on essaye de se rapprocher au plus de la région, donc au plus de Chamonix. Là, on l'a fait fabriquer à 2 heures d'ici. Donc c'est vraiment juste à côté. Et c'est des matières qui sont 100% biologiques certifiées. Savoir, comme je dis souvent, si le coton il n'est pas certifié, biologique il n'est pas certifié, c'est pas du coton bio. Oui, voilà, Ça, il faut c'est nous véridique. expliquer tout ça parce que c'est vrai que quand on va On dans a combien de n'importe quel temps magasin aujourd'hui, on peut acheter finalement de l'éco-cert. C'est un peu ce qu'on voit sur les étiquettes dans Ouais. toutes les grandes marques, un peu. Il y a En de- fait, on nous prend un peu pour. Ça dépend, Voilà. ça dépend. Faut pas jeter la pierre non plus, parce qu'il y en a qui savent vraiment de faire le taf, comme moi et comme beaucoup d'autres, hein, vraiment. Des marques françaises et qui fabriquent, ou pas forcément françaises, mais qui fabriquent des produits de qualité qui sont le plus locales possible. Après, voilà, comme je disais, en fait, ce qui n'est pas évident, c'est ça. Il y a vraiment à boire à manger, surtout dans les certificats. Donc là, on pourrait en parler des heures, hein, sincèrement. Moi, ça me ferait grand plaisir. Peut-être pour une autre émission ou pour autre chose. Mais en tout cas, moi, je vais également créer des vidéos et je vais débunker. Donc vraiment dire comment c'est la réalité. J'ai aussi eu l'occasion de travailler dans des champs de coton en Australie. Donc je vois un petit peu comment ça fonctionne. Et surtout dans les certificats. Voilà, comme je disais, il y a à boire et à manger. Ça dépend lesquels ne sont pas tous similaires, très loin de là. Ceux-là, c'est du coton biologique GOTS, qu'on appelle GOTS. Donc ceux qui connaissent savent. Donc c'est le plus haut certificat qui existe en termes de coton biologique. Donc ce qui certifie qu'il a été poussé dans des bonnes conditions, sans aucun produit chimique, et par des gens qui ne sont pas maltraités dans l'esclavage moderne, comme ça arrive beaucoup trop souvent en ce moment. Oui, bien sûr. Et donc, ce coton, il vient d'où finalement? Alors celui-là, je pourrais vous dire, il vient de Grèce et tout, mais ce serait des bêtises. Ceux qui vous impossible disent ça, c'est surtout dans les grandes marques qui font des grosses quantités, c'est pas possible. Pour l'instant, il vient d'Inde, chez des petits producteurs. L'Inde, c'est le deuxième fournisseur mondial, mais c'est surtout qu'ils ont une très très bonne compétence et des très grandes techniques dans le coton, surtout biologique. Ça a été les premiers au monde à en faire. Donc tout ce qui est aussi dans la nourriture, dans le yoga, etc. Les hindous, ils sont très bons dans ce genre de domaine-là, dans le textile également. Et puis on va travailler là incessamment sous peu avec des matières qui seront encore beaucoup plus proches, dont du lin fabriqué en France, biologique. Il y a d'autres problèmes après qui arrivent dans le tissage, dans la confection, on pourra peut-être en reparler après. Et aussi des matières absolument exceptionnelles que je serai un des premiers à les avoir avec des collectifs d'entreprises et de citoyens, donc des SCOP, sociétés coopératives, qui on va faire ensemble du chanvre français, donc poussé en France, tissé en France, et de la laine de mérinos d'Arles. Donc ça c'est un petit scoop aussi, exclusivité Globule Radio. On va tisser les deux en même temps, ce qui permet d'avoir des caractéristiques techniques exceptionnelles, que ce soit dans la régulation thermique, dans l'évaporation de l'humidité, ce qu'on appelle respirant, et dans d'autres domaines, la solidité, etc. Oui, donc c'est un projet génial, qui est hyper inspirant. Et en même temps, quand on t'écoute, on se dit
Ouh là là, le parcours de combattant pour arriver à faire ça, ça s'est passé comment? Ouais. Ah bah il y a eu beaucoup d'embûches, hein, rien que ça, faut que les gens le sachent aussi. Ça Au a mis niveau combien de local. temps? Alors j'ai eu l'idée il y a 3 ans déjà. Donc il y a un moment, au retour d'un voyage en fait, j'ai fait pas un tour du monde, mais je suis parti en sac à dos en Asie, en Australie. Et à mon retour, ça a permis aussi de beaucoup m'ouvrir l'esprit, je pense, hein. De toute façon, il faut voyager, surtout seul. C'est pas facile, mais vraiment j'invite les gens à voyager seuls quand c'est possible de le faire. Même avec pas forcément beaucoup d'argent, il faut voyager seul. Ça ouvre vraiment l'esprit à d'autres cultures, d'autres états d'esprit, d'autres visions de voir. Et donc pour répondre à ta question, à la suite de ça, effectivement, quand je suis rentré, boum, il y a eu un genre de déclic, le samadhi, et je me suis dit, c'est ça que je vais faire de ma vie. Donc oui, les embûches, pardon, c'était ça la question. Oui, j'allais te dire, j'imagine que c'est pas facile parce qu'on n'a plus trop de savoir-faire. C'est une des premiers obstacles en France, c'est qu'on n'a plus de savoir-faire, on n'a plus forcément de manufacture, des gens qui savent coudre. Ouais. Là, tu me parles d'Arles, je me dis, ah ouais, il y a encore des choses qui se passent Bien à sûr. Arles. À Arles, il y a beaucoup de mérinos, c'est des moutons. C'est des moutons, de la laine de mérinos, ça on est très bon. En fait, un des problèmes majeurs qu'il y a en France, c'est qu'on sait très bien coudre, hein. Ça dépend après quelle matière, mais en grande partie on sait très bien coudre, on sait très bien contre-coller. Donc peu de gens le savent, mais c'est les membranes, ce qu'on appelle des membranes en fait. Donc je vais pas dire de marque, mais les 3 couches ou les choses comme ça, surtout pour des vêtements techniques de sport, plutôt pour la montagne en fait. Ça on sait le faire sans problème en France. Et même moi je me suis rendu compte de ça en cherchant pour ce qui va venir un peu plus tard aussi. Et en fait on a perdu tout ce qui est dans le tissage et le tricotage. Des matières qu'on appelle à fibre courte. Donc c'est le coton et ce genre de matière. Et même le chanvre, d'ailleurs, le chanvre et le lin, on ne peut pas encore le tricoter en France, ni le tisser. Ça, c'est une des grosses nouveautés. Alors qu'on pouvait le faire avant? Bien sûr, on pouvait le faire sans problème. C'est depuis 2005 que ça n'existe plus. En France, la dernière usine, c'était Safilin, de mémoire, qui a dû délocaliser en Pologne, même si c'est une boîte française, maintenant, c'est un des seuls qui fait ça. Et pour le petit truc, c'est qu'on fabrique tout en France. Enfin, on fait pousser le chanvre ou le lin, par exemple. On en fait pousser industriel, hein, ça n'a rien à voir avec le cannabis, hein, qu'on soit bien d'accord. Du chanvre industriel. Évidemment. Je le dis parce que des fois, les gens ne savent pas trop, ce qui est normal, il faut le dire quand même. Ça n'a rien à voir. Donc du chanvre industriel, on sait très bien le faire pousser, on est très bon avec ça depuis très longtemps. On est le 2 ou 3e fournisseur mondial. Sauf que derrière, on l'envoie en Chine pour qu'il soit tricoté, tissé, ils fabriquent des vêtements et ils nous le revendent. Donc aussi, il y a vraiment une perte de sens totale, quoi. C'est pas que dans le textile, mais on a beaucoup délocalisé. Maintenant, on en souffre et certaines usines, que je salue d'ailleurs, entreprises essayent de relocaliser. Tu as eu aussi un passé pendant longtemps dans le vêtement technique, dans des grandes marques de vêtements techniques. On en parlait tout à l'heure avec Franck Olivier du matériel là pour le vêtement technique. C'est pas évident. Finalement, qu'est-ce que tu as découvert en fait dans toutes ces boîtes? Est-ce que c'est très respectueux de la planète ou encore une fois, quand on change de veste de ski tous les hivers, est-ce que c'est une bonne chose? Non, bien sûr que non. Enfin, je pense que même les gens qui sont pas trop dans le technique, ont quand même une conscience, un minimum de conscience citoyenne et écologique. Se rendent bien. C'est comme les téléphones, hein. Les téléphones, c'est peut-être encore pire d'ailleurs, mais il faut pas changer tous les ans. Nous, avec chez Samadhi Chamonix, on veut pas être chiant ou moralisateur, parce que on est vite fait de tomber dans le truc. Et c'est pas comme ça qu'on gagne du monde en plus. Bien sûr, mais nous, on préfère informer les gens. Et voilà, nous, on fait ça, on va créer des réseaux, hein. Ça prendra le temps que ça prendra, hein, petit à petit, mais en tout cas, moi, c'est une de mes passions. Et oui, pour répondre à la question, je peux pas dire de marque, là, je peux pas dire beaucoup de choses, mais effectivement, j'ai beaucoup de... Il y a des trucs, quand t'es dedans, t'hallucines. Et puis moi, je suis hyper curieux. Donc c'est ma passion, c'est une de mes passions, le textile. Donc comme les sports de glisse, par exemple. Et en creusant, même dans le coton GOTS, par exemple, dans les certificats, c'est pour ça que je suis un peu calé dans les certifications, c'est que je suis le genre de mec un peu fou qui va lire les trucs en anglais de 173 pages, les rapports annuels des certifications, quoi. Comment on obtient les certifications, etc. C'est des trucs, mais moi ça me passionne parce que j'ai envie de savoir d'où ça vient, comment c'est fait, quels et sont alors les donc ces pourcentages. vêtements techniques, est-ce que c'est une catastrophe pour la planète? Est-ce que j'imagine qu'il y a des produits chimiques dedans? Bien sûr, énormément, et encore beaucoup plus que ce que certaines marques nous le disent, à tous les niveaux. Ce qui est très grave aussi, c'est les teintures. Une grosse partie, c'est quand même les teintures qui colorent en Asie. Puis en fait, le truc aussi, c'est qu'en Asie, ils n'ont pas les mêmes lois.
C'est ça qu'on ne se rend pas trop compte. C'est aussi une question de loi. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens délocalisent. Ça a rendu des rivières. J'avais vu un documentaire, je vous passerai éventuellement. Les références. Les rivières, ouais, j'en ai des catalogues de références. Et c'est pour ça que je vais faire des vidéos en recoupant tout ça, etc. pour expliquer vraiment des trucs de 20 minutes, une demi-heure vraiment pour que les gens sachent tout de A à Z. Et en fait, il y a eu des rivières qui sont devenues violettes, rouges, bleues. Parce que les mecs, ils faisaient des t-shirts et ils rebalancent tout dans l'eau, en fait. Donc finalement, dans nos vêtements, il y a beaucoup de matières chimiques. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Bien sûr. On y trouve de tout. On y trouve de solvants, des adoucissants. Selon les matières, il y a certains trucs différents. Même le chanvre qu'on retrouve en Chine, il y a un petit peu de solvant dedans aussi pour quand c'est des tissus qui sont très fins. Parce que sinon, c'est une matière qui est quand même très difficile à travailler et à tisser très fin. Ce qu'on appelle des filatures à demi-sec ou filatures mouillées. Et on retrouve beaucoup de substances que je ne saurais même pas ressortir les noms parce que c'est des trucs de chimistes. Et derrière, ça nous fout un peu le cancer, quoi. Et finalement, donc toi, bravo, tu as réussi à créer cette marque. On est d'abord déjà sur du t-shirt en coton. Et tu as comme projet aussi de faire du vêtement technique. Ouais. Ça, c'est, j'imagine, encore plus gros et plus difficile à faire, dingue. Non ouais, c'est complètement dingue. Et moi, c'est ça qui me passionne aussi. C'est que je fais déjà depuis 2 ans, donc je suis un peu en avance, mais enfin, en avance par rapport à tout ce que je vais vous montrer par la suite. Mais je fais aussi de la recherche et développement en partenariat avec plusieurs personnes. J'imagine les choses, je les dessine. Et puis après, je m'aide aussi de couturières, de modélistes qui font bac plus 3, 5, etc. Après pour faire des modèles et pour les faire fabriquer, faire des échantillons, etc. Donc oui, ça c'est encore, les vêtements techniques, c'est quelque chose, c'est encore une autre dimension. Une autre dimension. Mais alors tu as pour projet d'utiliser des bouteilles recyclées en Haute-Savoie ou dans la région finalement. Donc notre bouteille qu'on pourra jeter ici à Chamonix, potentiellement elle pourra se retrouver dans une veste ou dans un soupul que tu auras fait avec Samadi Chamonix. Exactement. Ça c'est quand même incroyable parce que j'imagine que pour aller chercher des bouteilles recyclées dans tout ce système de recyclage et tout, ça c'est complexe. Il y a plein de métiers qui rentrent en jeu. De toute façon, même dans le métier du textile, c'est plein d'acteurs différents qui travaillent ensemble. C'est pour ça qu'on dit tisser des liens. C'est parce qu'il y a beaucoup d'acteurs différents. Et effectivement, ce qui est vraiment génial, c'est ça. Et là, on est en train de le faire. On travaille avec plusieurs partenaires. On essaye de voir un peu qui fait quoi, comment. Est-ce qu'ils partagent la même vision que nous ? Ça aussi, c'est important. A priori, quand ils sont là-dedans, ils la partagent. Et oui, comme tu disais, je reprends ce que tu disais, quand tu jetteras une bouteille en plastique là dans une benne jaune à Chamonix, j'espère que c'est dans la jaune, à Chamonix, et après on la récupère, on la transforme, on la chauffe, on fait du fil avec. Donc c'est un recyclage mécanique et non chimique, parce qu'on peut recycler des pièces, mais ça peut être chimique aussi. Donc ça, c'est encore d'autres choses, encore un autre sujet. Et après, donc on les fond, on en fait des petits granulés, on les fond. On les met dans de grosses machines, on les tisse, on les tricote et après à partir de là on coupe, tu fais ton tissu incroyable. Incroyable. Écoute, merci beaucoup Jérôme Rousseau. J'ai Madame Nuance qui est à table avec nous sur la terrasse du Little Bio, donc en direct sur 90.5. Romane, voilà, qui avait un petit mot à nous dire ce soir aussi pour nuancer tout ça, l'économie circulaire, le greenwashing, tout ce qu'on entend autour de ça aujourd'hui. C'est clair. Donc rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Ouais. On peut dire que Lavoisier avait une longueur d'avance sur son temps. Bien que cette phrase s'applique aux sciences physiques et chimiques, elle convient bien à décrire en quoi consiste l'économie circulaire. Seulement en 2021, est-ce vraiment l'ultime et bonne solution pour freiner la consommation de masse et transiter vers une société plus durable ? Donc, comme on l'a évoqué un peu au début, au côté durabilité alimentaire, le défi est de taille, nourrir 9 milliards de personnes d'ici 2050, c'est-à-dire augmenter de 70% la production alimentaire selon l'ONU. Et côté textile, on n'a plus besoin de rappeler que c'est l'industrie la plus polluante, je pense. La deuxième. Si on compte vraiment tout, on ne sait pas trop en fait. Et donc les enjeux et les alternatives et les solutions en fait sont grandes et par conséquent les dérives aussi. Donc là je pense à H&M qui a fait pas mal de campagnes avec H&M Consensus, Close the Loop ou Climat Positive, voilà. C'est un peu ça.
Et dans un autre registre, les plateformes de revente qui font qu'encourager en fait ces revendeurs à la fast fashion. Donc moi, ma question en fait, c'est comment on fait pour contrer l'effet fourre-tout du terme d'économie circulaire et comment on fait pour contrer en fait les limites que cette notion elle connaît. Vaste question. Je pense que mon point de vue, mon avis là-dessus, c'est qu'il faut s'informer, vraiment, dans un premier temps. Il faut savoir qu'ils font exprès, des multinationales, même certains des politiciens et plein d'autres gens, ils font exprès d'entretenir avec un peu les mots-clés, les mots un peu mode en ce moment, tendance. Pas tous, mais une grande partie font ça parce que c'est ce qu'ils vendent aujourd'hui. C'est pour ça que, comme tu disais, le conscious clothing d'H&M, etc. Bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière, on ne sait pas trop, on ne sait pas toujours tout. Et pour revenir juste une seconde sur la nourriture, moi, mon avis personnel, je pense vraiment qu'on peut nourrir 9 milliards de personnes sur Terre. On peut. Selon toi, c'est juste une question d'organisation, enfin de logistique. Je pense que le monde est en train de changer à un point, c'est exponentiel. Donc tout change très vite, les mœurs, les manières de faire, mais pour moi c'est vraiment samadhi, ça veut dire l'éveil, l'union et l'ascension. Donc la première étape pour moi c'est l'éveil et autour de nous je pense qu'on est tous en train un peu de prendre conscience sur différents sujets. Et pour revenir à la nourriture, je pense effectivement qu'on peut nourrir 9 milliards de personnes. Aujourd'hui il y a l'aquaponie par exemple, qui est un truc absolument exceptionnel. On peut faire des poissons, même si c'est des animaux, mais ça reste des poissons de l'élevage avec de la végétation au-dessus. Donc ça, il n'y a pas plus circulaire en fait. Les poissons utilisent les déchets, les plantes utilisent les déchets des poissons et vice-versa. Pour moi, on pourrait nourrir 9 milliards de personnes, mais après, c'est vrai que ça nécessite beaucoup de choses. C'est pas si facile. Ça prend en compte beaucoup de vecteurs. C'est un peu le problème finalement de l'économie circulaire, du développement durable, tout ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il n'y a jamais vraiment de super solution. Mais bon, on aime bien les initiatives comme ça, voilà, dans la vallée de Chamonix, Samadhi Chamonix. Est-ce qu'il y a un défilé finalement ce soir? Ah, non, t'es au courant? Oui, non ou pas? Alors, défilé au Cerro. On était un peu dans le rush, du coup malheureusement ça va pas être ce soir. C'est pas grave. Ouais. Alors, lancement très cet vite. Été de la marque, lancement officiel de Samadhi Chamonix. Le 14 juillet officiellement. Voilà, on va suivre aussi votre aventure parce qu'on adore ce genre d'initiative. Et justement, nous on fait tomber le t-shirt sur Globule Radio parce qu'on part sous les tropiques avec Flume.